Une grappe de moribonds à la dérive. Des naufragés à bout de force qui, dans un dernier souffle, tentent de faire signe à une voile, au loin. Cette scène, le radeau de la Méduse, immortalisé par Théodore Géricault, n'est pas une légende. Elle représente le dénouement d'un drame survenu il y a 2 siècles. Au départ, ils étaient 151, abandonnés sur ce radeau de fortune au large des côtes africaines. 2 semaines plus tard, ils ne sont plus que 15. 15 survivants qui ont vécu l'enfer. Novembre 1817. Théodore Géricault revient à Paris après un long voyage d'études en Italie. Le jeune peintre, âgé de 26 ans, ne connaît pas encore le scandale qui secoue la France depuis plusieurs mois. Cette histoire de mer est racontée dans un ouvrage qui vient de paraître. Cochet, cochet! Mon père! Mon père! L'artiste découvre par hasard la mésaventure de la frégate Méduse et de son radeau. Un drame qui serait sans doute passé inaperçu sans le témoignage d'Alexandre Coréard et Jean-Baptiste Savigny, 2 survivants qui racontent l'horreur. Eugène. Théodore, mon ami, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. De retour dans son petit atelier de la rue des Martyrs après un an d'absence, Moi, Eugène, je viens de trouver ce roman. Ouais. Géricault pressent qu'il tient là un sujet hors du commun. Ah non, C'est une histoire vraie. les survivants ont fabriqué un radeau. Après avoir longuement échangé avec son ami le peintre Eugène Delacroix, Géricault décide d'en savoir plus sur cette affaire. « 200 ans plus tard, un homme a retrouvé le livre des survivants de la Méduse. Comme Géricault, Philippe Mathieu a décidé de remonter aux sources du drame. Pour cet ancien officier de marine, cette tragédie reste une énigme. Pourquoi cet abandon de 151 hommes en mer? Que s'est-il réellement passé entre le départ de France et la scène désespérée du tableau de Géricault? Quand j'ai pris ce livre la première fois, j'ai pensé que c'était un roman. Et puis, au fur et à mesure, on rentre dans la mécanique du rapport de Savigny et Coréard. Et là, on est vraiment dans presque un journal de bord. Et quand on suit le déroulé de ce rapport, au quotidien, on est effaré de tout ce qui peut se passer. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'on connaît la fin. Voilà, on sait, on a le tableau de Géricault en mémoire, mais c'est la façon d'arriver à cette fin qui est complètement déroutante et qui est très surprenante. Aujourd'hui, à la tête du musée de la Marine de Rochefort, Philippe Mathieu a un rêve un peu fou. Il souhaite reconstruire à l'identique le radeau de la Méduse, d'après le plan qu'il a découvert dans la première édition du récit de Coréard et Savigny. Il en est convaincu. C'est en faisant revivre cette machine, ainsi surnommée par ses occupants, que l'on comprendra véritablement la catastrophe. C'est ici, dans les eaux troubles et limoneuses de la Charente, que tout a commencé. Une grande partie des pièces du puzzle de cette histoire se trouve en fait dans la ville de Rochefort. Cet ancien arsenal de la marine se trouve à quelques kilomètres dans les terres au bord de la Charente. Pour l'aider dans sa quête, Philippe Mathieu a mobilisé Denis Rolland, conservateur au musée de la Marine, qui lui aussi s'interroge sur ce drame maritime hors du commun. Normalement, là, on est bon. Normalement, Les 2 hommes rassemblent dans l'une des salles du musée tout ce qui pourrait les aider à reconstituer le drame et le radeau. Première étape, en savoir plus sur les acteurs de l'affaire. Dans cette quête, ils peuvent compter sur les précieuses connaissances d'un autre spécialiste, Alain Morgat. Méduse. Rapport officiel, lettre de mission, dossier personnel.
le conservateur des archives de la marine de Rochefort veille depuis des années sur tous les documents concernant l'affaire de la Méduse. Alors, un des documents les plus importants, c'est certainement le rôle d'équipage de la frégate, de la Méduse. Ah oui. Donc, évidemment, tous ceux qui sont montés à bord, Vite, de tous les membres de cette campagne, avec en particulier, dans l'ordre des grades, depuis le commandant jusqu'au mousse, sont répertoriés l'ensemble des marins qui font partie de la campagne. Là, par exemple, il y a la page avec les officiers, les aspirants, plus exactement, et on retrouve des noms bien connus de la campagne, Coudin, Adré-Déran, Barbotin. À la tête de cette expédition africaine qui compte 3 autres navires, les autorités royales ont désigné un aristocrate, exilé pendant la Révolution française. L'homme n'a pas navigué depuis 25 ans. Le commandant Hugues du Roi de Chaumareix signe son ordre de mission ici même, dans les murs de l'hôtel de Cheusse. Nous sommes au mois de juin 1816. La frégate Méduse est à l'ancre dans la rade de l'île d'Aix, une petite île située dans l'estuaire de la Charente. L'accès du port de Rochefort étant soumis au phénomène de marée, il est d'usage pour les navires en partance de mouiller au large. Les marins de la Méduse attendent donc les derniers passagers qui embarquent encore sur le rivage. Civils et militaires, ce sont près de 400 personnes qui embarquent sur le navire pour rebâtir la colonie française du Sénégal. Tous ces passagers sont placés sous les ordres et la protection du commandant Hugues du Roi de Chaumareix. Parmi eux, Alexandre Coréard, jeune cartographe et géographe, et Jean-Baptiste Savigny, un aide chirurgien de la marine. Les 2 jeunes gens ignorent encore le destin tragique qui les attend en quittant les rivages de France. La belle découverte de ces dernières années, c'est un ensemble d'une centaine de lettres de Chaumareix qui permet de redécouvrir ce personnage qu'on présente souvent d'un seul tenant. Alors il y en a quelques-uns qui l'ont défendu, il y en a beaucoup qui l'ont accablé, et c'est vraiment intéressant de pouvoir le lire lui. Alors il y a une lettre, c'est vraiment le début de toute l'histoire. Donc c'est Chaumareix qui écrit à sa fille, et si on regarde la date, on voit qu'on est le 17 juin 1816, c'est le départ de la rade de l'île d'Aix. Et toute la lettre qu'il écrit, c'est les doutes et les interrogations de Chaumareix au moment où il s'en va. Il est presque étonné que les ordres qu'il donne à ses hommes soient exécutés. Donc on a l'impression de quelqu'un de peu sûr de lui, contrairement à ce que l'histoire a retenu. Et donc je trouve que ce genre de lettre éclaire d'un nouveau jour le personnage. D'après le récit de Coréard et Savigny, des tensions surviennent dès les premières heures de l'expédition. Pour mieux comprendre l'atmosphère qui règne à bord de la Méduse, Philippe Mathieu décide d'en savoir plus sur le contexte historique de l'époque. C'est à l'île d'Oléron, et plus exactement au sommet du phare de Chassiron, qu'il retrouve Martina Serra, une spécialiste de l'histoire maritime du XIXe siècle. Ce phare n'existait pas encore en 1816, mais il offre aujourd'hui une vue imprenable sur l'île d'Aix et sur le début des événements. Là, si je comprends bien, c'est d'ici qu'on voit la frégate pour la dernière fois avant qu'elle parte. Voilà, à partir de la terre, les gens qui étaient dehors à ce moment-là l'ont vu partir. Ensuite, ça a été le grand large. On est en juin 1816 et c'est une période très particulière pour l'histoire de France. L'Empire est terminé, le Congrès de Vienne a eu lieu, la restauration en France de la monarchie est effective, Louis XVIII est sur le trône, et conséquence tout à fait normale, tout à fait logique, après des longues périodes de guerre, les anciens ennemis reprennent leurs dispositions diplomatiques de paix et la France va pouvoir reprendre ses différents postes des colonies, aux Antilles bien sûr, puis là en l'occurrence pour la Méduse, dont c'était la mission, c'est transporter le corps plénipotentiaire, les diplomates, au Sénégal pour reprendre la colonie qui était française, occupée par les Anglais évidemment pendant les conflits. Et là, retour donc des diplomates, de la garnison, de tout ce qu'il faut pour redémarrer cette colonie sur ces rivages de l'Afrique de l'Ouest.
À bord de la Méduse, il y a donc près de 400 passagers. Des fonctionnaires, des artisans, des explorateurs et quelques familles, dont celle du gouverneur Schmaltz, qui doit prendre la tête de la colonie. Mais on compte aussi de nombreux anciens combattants des troupes napoléoniennes, des soldats acquis à la cause de l'empereur déchu, dont la monarchie tente de se débarrasser en les envoyant le plus loin possible de France. Une petite communauté représentative de la société française sous le règne de Louis XVIII se trouve donc rassemblée à bord. Ce sont autant de groupes sociaux et politiques divergents, placés sous l'autorité incertaine d'un monarchiste. Cette cohabitation difficile va favoriser la catastrophe à venir. En ce jour de juin, la Méduse, l'Argus, l'Écho et la Loire mettent donc les voiles, cap vers le sud. Avant le départ de l'expédition, les autorités de la marine ont été claires. La route, encore mal cartographiée, est connue pour ses périls. Il a été notamment vivement recommandé à la flottille de rester au large des côtes de Mauritanie pour éviter l'écueil meurtrier du banc d'Arguin. En dépit de ces recommandations, le commandant Chaumareix veut gagner du temps. Il se rapproche de la côte, il sonde rarement les fonds marins et fait la sourde oreille aux avertissements lumineux des 3 autres navires, qui, eux, ne tardent pas à suivre une autre route. Pour mieux comprendre les causes du naufrage, Philippe Mathieu décide de se rendre au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale. Il veut interroger l'amiral Bellec, grand spécialiste d'histoire maritime, et de cette affaire en particulier. Donc voilà, les cartes d'époque, les cartes sur lesquelles la Méduse a préparé sa navigation et a suivi sa navigation. J'ai ici une photocopie de la carte qui a été dressée au Conseil de guerre par Chaumareix lui-même, puisqu'il avait laissé ses cartes à bord. Donc on lui a demandé d'indiquer ses positions. Voilà, on voit ici, c'était les impressions qu'il avait. En fait, il pensait être là, alors qu'en réalité, il était là et il allait se diriger pile sur le banc d'Arguin. Ce banc qui est un banc éloigné de la terre, hein, parce qu'il faut bien qu'il y ait à 4 heures de voile de la terre. Ces bancs très dangereux qui sont sous l'eau, qui sont peu visibles et qui se traduisent par une remontée du fond. C'est une zone qui est quand même fréquentée. Oui, mais c'est pour ça que la règle impérative, c'est de se recaler sur le Cap Blanc, et ensuite on sait qu'à partir du Cap Blanc, on l'évitera à coup sûr. Hein. Ce que ne fait pas Chaumareix, en fait. Ben, ce qu'il croit faire. Ce que ne fait pas la Méduse, en tout cas. C'est ce qu'il croit faire. Ouais. Ils ont cru avoir aperçu le Cap Blanc qui est là, alors qu'en réalité, ils étaient quelque part par ici. Donc, quand il a pris la route à l'est-sud-est vers Saint-Louis, ben, en fait, ils étaient en train de se planter directement sur le banc. « 2 juillet 1816. Il est un peu plus de 15 heures lorsque la Méduse touche le fond une première fois, puis une deuxième, avant de s'immobiliser sur le banc de sable sous-marin. À cette heure de la journée, la mer est à son niveau le plus haut. Il faut donc faire vite avant que la frégate ne s'enfonce un peu plus. Les manœuvres se succèdent pour déséchouer le grand voilier. Pendant des heures, les matelots tentent de tirer la Méduse hors de son piège de sable, en vain. Pour alléger le navire surchargé, les officiers donnent l'ordre de construire un radeau. Il s'agit alors uniquement d'y placer tout ce qui pourrait alléger la Méduse. Sous l'ordre des charpentiers, matelots et soldats démontent une partie de la mâture. À l'aide de palans et de poulies, ils déposent dans l'eau toutes les pièces de bois qui vont servir à la construction d'une grande plateforme. Ils assemblent le tout avec des cordages et quelques clous. Après 2 jours d'efforts et de chaos général à bord, le temps se gâte. Le gouvernail se brise, la Méduse finit par s'incliner. C'est le sauve-qui-peut général. La frégate ne possède pas assez de canots de sauvetage. De gré ou de force, 151 hommes sont désignés par l'état-major pour monter à bord du radeau de fortune. Des soldats en majorité, terrorisés par la mer. Tandis que le commandant et la plupart des officiers embarquent dans des chaloupes. C'est peut-être justement cette image de panique qui fait qu'on a abandonné ce bateau alors qu'il ne risquait pas de couler. Oui, parce que là, on a en fait peut-être accidentellement augmenté l'effet d'une catastrophe qui n'était pas une catastrophe.
Alors, non, la question, est-ce qu'il y a une malédiction de la Méduse? Une chose qu'on peut remarquer quand même, c'est que 11 bâtiments de guerre ont porté le nom de Méduse et qu'il y en a 6 qui ont disparu dans des fortunes de mer, donc plus de la moitié. C'est quand même un signe fort. Dont un sous-marin qui s'est perdu aux environs du Banc d'Arguin. Donc il y a une attraction de cette gorgone vers le Banc d'Arguin et vers le drame. Alexandre Coréard et Jean-Baptiste Savigny embarquent à bord du radeau. Ils racontent. Nous étions tellement serrés les uns contre les autres qu'il était impossible de faire un seul pas. Sur l'avant et l'arrière, on avait de l'eau jusqu'à la ceinture. Au moment où nous débordions de la frégate, on nous envoya du bord 25 livres de biscuits dans un sac qui tomba à la mer. Nous l'en retirâmes avec peine. Il ne formait plus qu'une pâte. Les canots tentent de remorquer le radeau vers la terre. La côte encore invisible se trouve à 80 km. Mais la machine infernale surchargée flotte entre deux eaux. Elle retarde la progression du convoi. Les amarres sont finalement rompues et les canots s'éloignent. Nous sommes le 5 juillet 1816. La lente dérive du radeau de la Méduse commence. Après la disparition des embarcations, la consternation fut extrême. Tout ce qu'ont de terrible la soif et la faim se retraça à notre imagination. De la stupeur la plus profonde, les matelots et les soldats passèrent bientôt au désespoir. Pour la reconstruction du radeau, Philippe Mathieu dispose du plan réalisé par Alexandre Coréard, mais aussi du tableau de Géricault. Il veut savoir si le peintre a bénéficié d'éléments complémentaires pour la conception de sa toile. Il contacte l'un des plus grands spécialistes de Géricault et en particulier du radeau de la Méduse. Depuis des années, Bruno Schoenig étudie la conception de cette œuvre. Il va faire une enquête extraordinaire qui va durer plusieurs mois, où il va rencontrer Coréard et Savigny, les interroger en long et en large. Là, je veux dire, on a vraiment un témoignage, enfin plusieurs témoignages de l'histoire de l'art qui disent vraiment qu'il a fait un travail d'enquête de journaliste, si vous voulez. Il a vraiment rencontré les rares naufragés rescapés et il les a vraiment, à mon avis, soumis à la question. J'ai justement là un dessin, la préparatoire de Géricault, qui, à mon avis, pourrait vraiment vous intéresser. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est vraiment un magnifique dessin de Géricault qui représente en fait Coréard et Savigny. C'est au crayon noir et il y a 6 têtes dans différentes expressions. Ils sont habillés et on sent bien là que, je veux dire, ce ne sont pas Coréard et Savigny qui sortent du radeau, mais qui sont à Paris. Donc Géricault les a rencontrés à l'évidence à Paris. Pour moi, c'est un beau dessin, mais je pense que l'idéal, si vous le voulez bien, ça serait qu'on se rencontre au Louvre, tout simplement, devant le radeau de la Méduse. Et là, on pourra revoir Coréard et Savigny dans leur rôle, au fond du radeau. Et puis, on pourra voir ensemble beaucoup de détails qui, à mon avis, sont assez signifiants. Depuis son retour d'Italie, Théodore Géricault se passionne pour cette histoire de naufrage. Pour déterminer la scène la plus marquante, celle qui frappera les esprits et mettra en lumière son talent, il veut connaître un maximum de détails. Vous êtes messieurs Coréard et Savigny? Lors de l'hiver 1817, il rencontre plusieurs fois les témoins principaux du drame. Jean-Baptiste Savigny et Alexandre Coréard, les désormais célèbres rescapés du radeau. L'attention du peintre se porte rapidement sur le sinistre destin de cette machine de bois et de cordes. Un peu plus sur le côté ici. Sur ce radeau, on a pu embarquer 150 hommes, soldats, marins, matelots. Après son sauvetage, Coréard a dessiné le plan du radeau. Il garde en mémoire les détails de sa construction. De son côté, l'aide chirurgien Savigny tente de faire revivre au peintre les événements les plus marquants du drame.
Philippe Mathieu poursuit son enquête à Paris. Au musée du Louvre, il doit retrouver Bruno Schenick, le spécialiste de Géricault. Avant de se lancer dans son grand projet de reconstitution du radeau de la Méduse, il veut évaluer le degré d'exactitude du tableau et recueillir les indices que celui-ci pourrait lui délivrer. On a un temps idéal pour voir la grande machine. Est-ce qu'on est sur une fiction? Est-ce qu'on est sur de la propagande? Ah, propagande, ça c'est un mot que j'aime bien, parce que je veux dire, Géricault est un peintre d'histoire, et la peinture d'histoire, c'est de la propagande. Et on sort d'une période extraordinaire de propagande, la période révolutionnaire, l'épopée napoléonienne, où toute la peinture d'histoire, c'est une peinture de propagande, donc une peinture de mensonge. Okay. Donc ça, Géricault connaît parfaitement les codes. Pour ce tableau, il y a un mélange entre la réalité et le fictif. Par exemple, il y a évidemment donc, des naufragés que l'on reconnaît, comme Coréard et Savigny tout au fond. Hein, là, vous voyez Coréard qui tend le bras vers l'Argus, le bateau qui va peut-être les sauver. Donc ça, c'est les deux personnages vraiment clés. Il y a le troisième, mais on voit que sa chevelure, qui est Delacroix, mais Delacroix, évidemment, n'est pas un naufragé. Delacroix, c'est un modèle. Donc c'est absolument pas un modèle historique, on est bien d'accord. Et c'est donc une reconstitution. Voilà, une reconstitution telle que Géricault a envie de transmettre. Le spectateur lambda est happé par un immense format et qui en plus lui permet symboliquement de monter dessus. Hein, puisque c'est quasiment la manière de ramener cette plateforme fait que le spectateur tout de suite peut monter dessus et s'identifier finalement quelque part avec les naufragés. Moi je pense que le radeau de la Méduse, la plupart des visiteurs du Louvre ne connaissent pas forcément ni Géricault ni l'histoire sordide du naufrage, mais par contre ils sont totalement happés parce que c'est finalement un tableau qui a été conçu d'une telle manière, donc, symbolique, allégorique, que ça parle à tout le monde, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la culture. Après avoir réalisé de nombreuses études sur les épisodes incroyables qui se sont déroulés sur le radeau, Géricault hésite encore. Quelle scène du drame choisir? L'abandon de la frégate? La longue dérive à bord du radeau? Ou la délivrance des naufragés? Entrez. Monsieur Savigny. Vous voulez rejoindre un travail? Oui, mais je vous en prie. Touche la Villette, le charpentier du radeau. Monsieur. Touche la Villette fait partie des 7 rescapés du drame qui ont finalement survécu. Il n'a jamais parlé de son histoire, mais pour Géricault, le charpentier de la Méduse a réalisé une maquette extrêmement détaillée. Le radeau, on l'a construit avec les restes du bateau, tout ce qu'on a pu sortir et sauver. Vous voyez, là, c'est les verres devant, c'est ce qu'on On a fait un agrément de misère, tenu par le seul cordage qu'on avait, en fait. En longueur, c'était 20 mètres. 20 mètres sur 7. Sur 7 ici, hein, c'est ça. J'ai sculpté des personnages, j'aimerais beaucoup les mettre en place avec vous. Voilà, le radeau de nos malheurs. Donc là, vous aviez combien de tonneaux? 5. D'accord. Jean-Baptiste Savigny se confie enfin sur la première nuit à bord. Une nuit obscure, pendant laquelle les 151 occupants du radeau essuient une sévère tempête. La structure s'ouvre par endroits. Les cordages se délient, les vagues submergent les naufragés et les jettent parfois à la mer. À l'aube, une vingtaine d'hommes manquent déjà à l'appel. Je crois qu'il faudrait attirer votre attention, c'est sur la partie gauche. Oui, tout à fait. Hein, je veux dire qu'on ne voit pas, enfin, ou qu'on commente jamais. Nous, en histoire de l'art, personne n'a jamais commenté, sauf erreur, cette partie gauche. Alors qu'elle est fondamentale, puisque vous avez votre structure en bois complètement dégagée des 130 naufragés qui ont sombré corps et âme dans la mer. C'est là où Géricault a vraiment interrogé Coréard, Savigny, les survivants, comment ils ont construit ce radeau et cette présence quasi fantomatique des poutres. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est la manière extraordinaire que Géricault a inventée pour rendre hommage finalement aux morts, aux disparus.
Ça donne une idée plus juste de la dimension du radeau, parce que autrement, sur ce premier plan, on a l'impression d'avoir une petite surface. Oui, c'est ça. Alors que le radeau fait 20 mètres sur 7 tout de même. Oui, c'est ça. Oui. Si on ne prend pas conscience de ce qui est à gauche, on se dit Géricault, il a un peu exagéré, il a pas compris exactement ce qui se passait, ce qui est faux. Voilà, alors je vous ai apporté quelques documents. Je pense que ça pourrait peut-être vous aider pour votre reconstitution. Donc différents dessins où on voit la structure du radeau, donc avant même la version peinte. Donc là, est-ce que Géricault avait des informations différentes ou complémentaires ou qui pourraient donc vous aider? Je sais pas. Donc je vous confie ça et puis vous me direz ce que vous en tirez. Peut-être rien. Document précieux en tout cas, je vous en remercie. De rien. Le radeau tel qu'il est présenté par Géricault, il est sous un angle, sous une perspective qui le rend difficile à appréhender. Géricault est un artiste, donc il a pu avoir envie de sublimer des témoignages et de leur apporter une touche dramatique ou romantique qui fait qu'on vient fausser la source. En revanche, tout le travail en amont que Géricault a fait sur son travail d'enquête, son travail de recherche, là c'est particulièrement utile. Mais on le devine à travers le tableau, mais il faut aller le chercher plus loin que le tableau. À travers ces esquisses, Philippe Mathieu tente d'imaginer les conditions réelles dans lesquelles ces hommes ont subsisté 13 jours. Ce qui m'intéresse dans la reconstruction du radeau, c'est en fait de pouvoir expérimenter physiquement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu tuerie? Est-ce qu'il y a eu accident, suicide? Voilà, on sent qu'il y a des choses comme ça qui sont très lourdes, très fortes. Et on ne les appréhende pas très bien parce qu'on ne l'a pas expérimenté encore. Ce radeau, on a des récits. Alors des récits qui sont parfois contradictoires. Donc il faut revenir à la source. Il faut voir quels sont les textes de départ. Et puis expérimenter sur une machine à l'échelle 1 et tenter de revivre cette expérience dans les meilleures conditions possibles, bien sûr. Philippe Mathieu peut s'appuyer sur le plan de Coréard, mais aussi sur plusieurs témoignages qui décrivent avec précision les matériaux à partir desquels le radeau a été construit. C'est bon? Pour l'aider dans cette entreprise hors du commun, le directeur du musée de la marine de Rochefort a réuni autour de lui des archivistes, des historiens, des spécialistes de la construction navale, comme Jean-Philippe Houot et Philippe Bray, sculpteur et charpentier. Alors on n'a pas beaucoup d'éléments, hein. On a le tableau de Géricault, on a un récit et puis on a ce plan. Alors, le plan, on peut le prendre dans le sens où on veut. Voilà, et à partir de là, il faudrait pouvoir... C'est le seul plan qu'on a? Oui. Oui, et c'est un plan reconstruit par un des survivants, enfin inspiré. Au moment où le radeau est retrouvé, donc c'est pas non plus tout à fait le moment de la construction du radeau. Et quand Coréard qui fait ça, c'est un peu son métier quand même. Il est ingénieur, il sait dessiner. D'accord. On peut penser que là, il n'a pas de raison de modifier une réalité. Peut-être qu'il est allé vite, peut-être qu'il s'est trompé, mais enfin, je pense que la source est relativement fiable. En revanche, c'est un plan et on n'a aucune élévation. Et voilà, on a une vue de dessus. C'est tout. Donc ça écrase tout. Hein. C'est génial. Et pour reprendre cette donnée, effectivement, on s'aperçoit que de nombreux morceaux sont sombrés noirs, ce qui peut laisser penser que effectivement c'était des morceaux noirs des matures supérieures d'une frégate, peut-être. Oui, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a des données historiques sur la taille approximative de là, les données, c'est le bateau à partir duquel le radeau est construit. Hein, c'est une frégate de 18. Là, on est grosso modo sur une vingtaine de mètres, des pièces de 20 mètres. Là. Ah ouais. À peu près, oui. Ah oui, ça fait 20 mètres de long. Oui, donc t'imagines, en largeur, c'est en proportion... Ah oui, on n'imagine pas du tout ça dans le tableau. Non. Ouais, donc 20 mètres de long... Attends, ouais, ça va être simple. Vas-y. Ah bah voilà. Ah bah là, on sent le constructeur là, qui arrive. Ouais, c'est ça. Plus de 10 mètres. Hein, on est entre 10 et 12 mètres de large. Ouais. Oui, ça commence à faire des jolis bouts de bois.
Ce modèle-là peut nous aider. Pour le gréement, en tout cas, c'est assez conforme à ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire à la fin de l'Empire, avec une mâture découpée en étages depuis le pont, avec les grands mâts, le hunier, le perroquet et les perruches. Et du coup, on comprend très bien, les grands mâts, on ne peut pas les prendre, ils sont fixes. Hein, ils sont solidarisés avec la quille, donc on ne peut pas les utiliser. Mais en fait, ils peuvent très bien démonter, et ça, ils savent le faire, hein, c'est démonter ces mâts-là et les utiliser pour faire le radeau. Comme utiliser aussi les vergues, hein, ces grandes pièces transversales de bois qui supportent les voiles, et qui permettent aussi d'avoir une pièce qu'on retrouve sur le radeau. Mais c'est génial parce que là, du coup, on comprend un peu, là, je ne comprenais pas là, les pièces, formes, les pièces les plus longues, là, vous avez, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, mais j'ai l'impression de voir ce rond qui se transforme. Une grappe de moribonds à la dérive. Des naufragés à bout de force qui, dans un dernier souffle, tentent de faire signe à une voile, au loin. Cette scène, le radeau de la Méduse, immortalisé par Théodore Géricault, n'est pas une légende. Elle représente le dénouement d'un drame survenu il y a 2 siècles. Au départ, ils étaient 151, abandonnés sur ce radeau de fortune au large des côtes africaines. 2 semaines plus tard, ils ne sont plus que 15. 15 survivants qui ont vécu l'enfer. Novembre 1817. Théodore Géricault revient à Paris après un long voyage d'études en Italie. Le jeune peintre, âgé de 26 ans, ne connaît pas encore le scandale qui secoue la France depuis plusieurs mois. Cette histoire de mer est racontée dans un ouvrage qui vient de paraître. Cocher, cocher! Mon père! Mon père! L'artiste découvre par hasard la mésaventure de la frégate Méduse et de son radeau. Un drame qui serait sans doute passé inaperçu sans le témoignage d'Alexandre Coréard et Jean-Baptiste Savigny, 2 survivants qui racontent l'horreur. Eugène, Théodore, mon ami, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. De retour dans son petit atelier de la rue des Martyrs après un an d'absence, Moi, Eugène, je viens de trouver ce roman. Ouais. Géricault pressent qu'il tient là un sujet hors du commun. Ah non, c'est une histoire vraie. Les survivants ont fabriqué un radeau. Après avoir longuement échangé avec son ami le peintre Eugène Delacroix, Géricault décide d'en savoir plus sur cette affaire. « 200 ans plus tard, un homme a retrouvé le livre des survivants de la Méduse. Comme Géricault, Philippe Mathieu a décidé de remonter aux sources du drame. Pour cet ancien officier de marine, cette tragédie reste une énigme. Pourquoi cet abandon de 151 hommes en mer? Que s'est-il réellement passé entre le départ de France et la scène désespérée du tableau de Géricault? Quand j'ai pris ce livre la première fois, j'ai pensé que c'était un roman. Et puis, au fur et à mesure, on rentre dans la mécanique du rapport de Savigny et Coréard, et là, on est vraiment dans presque un journal de bord. Et quand on suit le déroulé de ce rapport, au quotidien, on est effaré de tout ce qui peut se passer. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'on connaît la fin. Voilà, on sait, on a le tableau de Géricault en mémoire, mais c'est la façon d'arriver à cette fin qui est complètement déroutante et qui est très surprenante. Aujourd'hui, à la tête du musée de la Marine de Rochefort, Philippe Mathieu a un rêve un peu fou. Il souhaite reconstruire à l'identique le radeau de la Méduse, d'après le plan qu'il a découvert dans la première édition du récit de Coréard et Savigny. Il en est convaincu. C'est en faisant revivre cette machine, ainsi surnommée par ses occupants, que l'on comprendra véritablement la catastrophe.
C'est ici, dans les eaux troubles et limoneuses de la Charente, que tout a commencé. Une grande partie des pièces du puzzle de cette histoire se trouve en fait dans la ville de Rochefort. Cet ancien arsenal de la marine se trouve à quelques kilomètres dans les terres au bord de la Charente. Pour l'aider dans sa quête, Philippe Mathieu a mobilisé Denis Rolland, conservateur au musée de la Marine, qui lui aussi s'interroge sur ce drame maritime hors du commun. Normalement, là, on est bon. Normalement. Les deux hommes rassemblent dans l'une des salles du musée tout ce qui pourrait les aider à reconstituer le drame et le radeau. Première étape, en savoir plus sur les acteurs de l'affaire. Dans cette quête, ils peuvent compter sur les précieuses connaissances d'un autre spécialiste, Alain Morgat. Méduse. Rapport officiel, lettre de mission, dossier personnel. Le conservateur des archives de la marine de Rochefort veille depuis des années sur tous les documents concernant l'affaire de la Méduse. Alors, un des documents les plus importants, c'est certainement le rôle d'équipage de la frégate, de la Méduse. Ah oui. Donc, évidemment, tous ceux qui sont montés à bord, vite, de tous les membres de cette campagne, avec en particulier, dans l'ordre des grades, depuis le commandant jusqu'au mousse, sont répertoriés l'ensemble des marins qui font partie de la campagne. Là, par exemple, il y a la page avec les officiers, les aspirants, plus exactement, et on retrouve des noms bien connus de la campagne, Coudin, Adrédéran, Barbotin. À la tête de cette expédition africaine qui compte 3 autres navires, les autorités royales ont désigné un aristocrate, exilé pendant la Révolution française. L'homme n'a pas navigué depuis 25 ans. Le commandant Hugues du Roi de Chaumareix signe son ordre de mission ici même, dans les murs de l'hôtel de Cheusse. Nous sommes au mois de juin 1816. La frégate Méduse est à l'ancre dans la rade de l'île d'Aix, une petite île située dans l'estuaire de la Charente. L'accès du port de Rochefort étant soumis au phénomène de marée, il est d'usage pour les navires en partance de mouiller au large. Les marins de la Méduse attendent donc les derniers passagers qui embarquent encore sur le rivage. Civils et militaires, ce sont près de 400 personnes qui embarquent sur le navire pour rebâtir la colonie française du Sénégal. Tous ces passagers sont placés sous les ordres et la protection du commandant Hugues du Roi de Chaumareix. Parmi eux, Alexandre Coréard, jeune cartographe et géographe, et Jean-Baptiste Savigny, un aide chirurgien de la marine. Les deux jeunes gens ignorent encore le destin tragique qui les attend en quittant les rivages de France. La belle découverte de ces dernières années, c'est un ensemble d'une centaine de lettres de Chaumareix qui permet de redécouvrir ce personnage qu'on présente souvent d'un seul tenant. Alors il y en a quelques-uns qui l'ont défendu, il y en a beaucoup qui l'ont accablé, et c'est vraiment intéressant de pouvoir le lire lui. Alors il y a une lettre, c'est vraiment le début de toute l'histoire. Donc c'est Chaumareix qui écrit à sa fille, et si on regarde la date, on voit qu'on est le 17 juin 1816, c'est le départ de la rade de l'île d'Aix. Et toute la lettre qu'il écrit, c'est les doutes et les interrogations de Chaumareix au moment où il s'en va. Il est presque étonné que les ordres qu'il donne à ses hommes soient exécutés. Donc on a l'impression de quelqu'un de peu sûr de lui, contrairement à ce que l'histoire a retenu. Et donc je trouve que ce genre de lettre éclaire d'un nouveau jour le personnage. D'après le récit de Coréard et Savigny, des tensions surviennent dès les premières heures de l'expédition. Pour mieux comprendre l'atmosphère qui règne à bord de la Méduse, Philippe Mathieu décide d'en savoir plus sur le contexte historique de l'époque. C'est à l'île d'Oléron, et plus exactement au sommet du phare de Chassiron, qu'il retrouve Martina Serra, une spécialiste de l'histoire maritime du XIXe siècle. Ce phare n'existait pas encore en 1816, mais il offre aujourd'hui une vue imprenable sur l'île d'Aix et sur le début des événements.
là, si je comprends bien, c'est d'ici qu'on voit la frégate pour la dernière fois avant qu'elle parte. Voilà, à partir de la terre, les gens qui étaient dehors à ce moment-là l'ont vu partir. Ensuite, ça a été le grand large. On est en juin 1816 et c'est une période très particulière pour l'histoire de France. L'Empire est terminé, le congrès de Vienne a eu lieu, la restauration en France de la monarchie est effective, Louis XVIII est sur le trône et, conséquence tout à fait normale, tout à fait logique, après des longues périodes de guerre, les anciens ennemis reprennent leurs dispositions diplomatiques de paix et la France va pouvoir reprendre ses différents postes des colonies, aux Antilles bien sûr, puis là en l'occurrence pour la Méduse, dont c'était la mission, c'est transporter le corps plénipotentiaire, les diplomates, au Sénégal pour reprendre la colonie qui était française, occupée par les Anglais évidemment pendant les conflits. Et là, retour donc des diplomates, de la garnison, de tout ce qu'il faut pour redémarrer cette colonie sur ces rivages de l'Afrique de l'Ouest. À bord de la Méduse, il y a donc près de 400 passagers. Des fonctionnaires, des artisans, des explorateurs et quelques familles, dont celle du gouverneur Schmaltz, qui doit prendre la tête de la colonie. Mais on compte aussi de nombreux anciens combattants des troupes napoléoniennes, des soldats acquis à la cause de l'empereur déchu, dont la monarchie tente de se débarrasser en les envoyant le plus loin possible de France. Une petite communauté représentative de la société française sous le règne de Louis XVIII se trouve donc rassemblée à bord. Ce sont autant de groupes sociaux et politiques divergents, placés sous l'autorité incertaine d'un monarchiste. Cette cohabitation difficile va favoriser la catastrophe à venir. En ce jour de juin, la Méduse, l'Argus, l'Écho et la Loire mettent donc les voiles, cap vers le sud. Avant le départ de l'expédition, les autorités de la marine ont été claires. La route, encore mal cartographiée, est connue pour ses périls. Il a été notamment vivement recommandé à la flottille de rester au large des côtes de Mauritanie pour éviter l'écueil meurtrier du banc d'Arguin. En dépit de ces recommandations, le commandant Chaumareix veut gagner du temps. Il se rapproche de la côte, il sonde rarement les fonds marins et fait la sourde oreille aux avertissements lumineux des 3 autres navires, qui, eux, ne tardent pas à suivre une autre route. Pour mieux comprendre les causes du naufrage, Philippe Mathieu décide de se rendre au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale. Il veut interroger l'amiral Bellec, grand spécialiste d'histoire maritime, et de cette affaire en particulier. Donc voilà, les cartes d'époque, les cartes sur lesquelles la Méduse a préparé sa navigation et a suivi sa navigation. J'ai ici une photocopie de la carte qui a été dressée au Conseil de guerre par Chaumareix lui-même, puisqu'il avait laissé ses cartes à bord. Donc on lui a demandé d'indiquer ses positions. Voilà, on voit ici, c'était les impressions qu'il avait. En fait, il pensait être là, alors qu'en réalité, il était là et qu'il allait se diriger pile sur le banc d'Arguin. Ce banc qui est un banc éloigné de la terre, parce qu'il faut bien qu'il y ait à 4 heures de voile de la terre. Ces bancs très dangereux qui sont sous l'eau, qui sont peu visibles et qui se traduisent par une remontée du fond. C'est une zone qui est quand même fréquentée. Oui, mais c'est pour ça que la règle impérative, c'est de se recaler sur le Cap Blanc, et ensuite on sait qu'à partir du Cap Blanc, on l'évitera à coup sûr. Hein. Ce que ne fait pas Chaumareix, en fait. Ben, ce qu'il croit faire. Ce que ne fait pas la Méduse, en tout cas. C'est ce qu'il croit faire. Ouais. Ils ont cru avoir aperçu le Cap Blanc qui est là, alors qu'en réalité, ils étaient quelque part par ici. Donc, quand il a pris la route à l'est-sud-est vers Saint-Louis, ben, en fait, ils étaient en train de se planter directement sur le banc. « 2 juillet 1816. Il est un peu plus de 15 heures lorsque la Méduse touche le fond une première fois, puis une deuxième, avant de s'immobiliser sur le banc de sable sous-marin. À cette heure de la journée, la mer est à son niveau le plus haut. Il faut donc faire vite avant que la frégate ne s'enfonce un peu plus. Les manœuvres se succèdent pour déséchouer le grand voilier. Pendant des heures, les matelots tentent de tirer la Méduse hors de son piège de sable,